Un soldat rentre chez lui après 6 ans en poste à la frontière, où le son des coups de feu et des ordres militaires rythmaient autrefois son quotidien. Mais le véritable détonateur n'était pas sur le champ de bataille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Il l'attendait sur le pas de sa porte, sous la forme d'une fillette de 8 ans, sa fille. Debout, immobile, sous la lumière crue du soleil, agrippant une petite valise et un ours en peluche en lambeaux. Sur le porche, sa femme, qui avait autrefois juré de l'attendre, hurla « Dégage !» À cet instant, un tremblement de terre silencieux éclata, comme si, durant toutes ces années d'absence, une mine antipersonnelle avait été posée au sein même de sa famille et commençait maintenant à exploser. « Je t'ai dit que tu n'as plus le droit d'être ici, dégage !» Rachel se tenait sur le seuil, une épaule affaissée, les mains sur les hanches. Son débardeur était en désordre, ses cheveux relevés en un chignon brouillon, comme si elle venait de se réveiller d'une sieste en plein après-midi au milieu d'une colère non apaisée. En bas, sur les marches, Émilie, la fillette de 8 ans, se tenait avec une petite valise à la main. Serré contre elle, un ours en peluche en lambeaux tenait grâce à un élastique. Les yeux de la fillette étaient secs, seule sa peau luisait de sueur, et une légère trace de saleté maculait son menton, comme si elle avait trébuché et s'était relevée. De la fenêtre de la maison voisine, Madame Margie, une vieille voisine, jetait un œil à travers les rideaux, soupirait, mais ne disait rien. Ce n'était pas la première fois qu'elle assistait à cette scène, mais comme toujours, elle savait qu'elle ne pouvait rien y faire. « Va-t'en !» claqua Rachel. « Essaie de remettre un pied dans cette maison et je fermerai la porte à clé pour de bon. » Émilie agrippa fermement la poignée de la valise. Elle restait là, sans bouger. Le soleil commença à décliner, projetant son ombre sur le sol, solitaire et tremblante, comme si le soleil brûlait sa peau douce et que l'ombre elle-même avait peur. « Je suis désolée », la voix de la fillette était si faible qu'elle seule pouvait l'entendre. Elle ne supplia pas, ne pleura pas, ni ne partit. Elle se tenait simplement là, comme si elle attendait quelque chose d'autre que l'ordre qu'on venait de lui jeter au visage. Le bruit d'un véhicule résonna au bout du chemin de terre, les pneus crissant sur le gravier sec. Une vieille camionnette s'arrêta devant le portail. La portière s'ouvrit. Un homme grand en sortit, portant un sac de sport en toile délavée, une veste militaire rouge et poussiéreuse jetée sur son épaule. Jack Thompson resta là, abasourdi, son regard croisant celui de l'enfant qui tenait la valise devant la maison. De petites épaules, un visage familier, bien qu'un peu plus allongé, un peu plus mince. Mais la manière dont Émilie se tenait, silencieuse et résiliente, lui serra le cœur. « Émilie » appela-t-il. La fillette leva la tête. Ce regard, l'espace d'un instant fugace, sembla se fendre puis se refermer, entre joie et peur. Rachel sursauta. Elle se redressa vivement, lissa ses cheveux et força un sourire crispé, comme quelqu'un prit la main dans le sac, incapable de nier. « Oh, chérie, tu es de retour. Je ne faisais que la taquiner, elle met toujours le bazar. » Elle gloussa sèchement, ses yeux fuyant ceux de son mari. Jacques ne répondit pas. Il s'approcha lentement, sa main calleuse se posant légèrement sur l'épaule de sa fille. Émilie se raidit une seconde, puis appuya sa tête contre sa main comme par réflexe. Pas de larmes, juste un sentiment de sécurité, comme une porte qui venait de s'entr'ouvrir. Jacques se pencha et ramassa la petite valise. Elle était légère comme une plume. Il savait exactement pourquoi. Ils entrèrent tous les trois dans la maison dans une atmosphère tacite. Rachel passa la première, marmonnant comme pour se défendre, « Tu agis comme si j'étais un monstre. Les enfants têtus ont besoin d'une bonne leçon. » Émilie suivit son père, serrant toujours son ours en peluche en lambeaux. La maison n'avait pas beaucoup changé depuis son départ. Le même petit salon, le vieux canapé, le paysage peint accroché de travers au mur. Mais quelque chose n'était plus pareil. L'air était sec, froid et distant. Jacques posa la valise près de la chaise et laissa tomber son sac de sport par terre. Il leva les yeux, fixant Rachel droit dans les yeux pour la première fois depuis son entrée. « Il faut qu'on parle. » Rachel se figea, ses lèvres se crispèrent très vite, puis elle hocha la tête et se dirigea vers la cuisine, essayant de paraître normale. « Laisse-moi faire du café. » L'espace dans la maison sembla se figer après la fermeture de la porte. Jacques posa le sac en toile délavée sur le sol carrelé et rapprocha la petite valise de sa fille dans un coin de la pièce. Émilie était assise sur le canapé, le dos légèrement voûté, l'ours en peluche toujours blotti sur ses genoux. Elle ne demandait rien, n'exprimait aucune joie évidente, mais ses yeux étaient différents. Ils brillaient un peu plus quand elle regardait son père.
Tu es rentré sans prévenir, je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, cria Rachel depuis la cuisine, essayant d'ajouter un peu de légèreté à sa voix. Jacques ne répondit pas. Il sortit un mouchoir de sa poche et essuya rapidement la sueur et la poussière de son visage. Rachel sortit de la cuisine avec 2 tasses de café. Elle en posa une devant Jacques et garda l'autre dans sa main. Elle s'assit sur la chaise en face, croisa les jambes et sourit faiblement. « Tu as maigri. Ça a dû être dur à ton poste, n'est-ce pas ?» Jacques hocha la tête, sans la regarder dans les yeux. Il se pencha et ajusta le coussin derrière Émilie. La fillette dit doucement « Merci maman », puis serra son ours encore plus fort. « Comment va Émilie ces derniers temps ?» demanda-t-il, sa voix toujours égale. « Elle va bien », répondit Rachel en s'appuyant sur le plan de travail. « Un peu têtue, mais tous les enfants de cet âge sont comme ça. »« Tu l'emmènes à l'école régulièrement ?» demanda lentement Jacques. « La plupart du temps, quand je ne suis pas occupé. Et puis, elle sait y aller toute seule. Elle est grande, elle n'a plus 3 ans. » Jacques serra le poing, puis le desserra. « L'argent que j'envoie arrive toujours régulièrement, n'est-ce pas ?» Rachel croisa les bras, détournant le regard. « Pourquoi tu demandes ça ? Tu penses que je prends cet argent pour le dépenser ? Que je ne peux pas subvenir aux besoins de mon enfant ? Je ne sous-entends rien. J'essaie de comprendre. » Elle eut un rire bref et sec. « Maintenant, tu fais comme si tu t'en souciais beaucoup, mais tu n'as pas été là pendant 6 ans. » Jacques ne répondit pas immédiatement. Il détourna son regard de Rachel vers les escaliers, où Émilie avait disparu derrière la porte. « Ne pas avoir été là était une erreur, » dit-il, presque en chuchotant. Rachel plissa les yeux. « Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant ? Te poser en père parfait ?» Jacques soupira. Il savait qu'il n'obtiendrait rien de sincère d'elle pour le moment. Mais il n'en avait pas besoin. Ce qu'il avait vu, le visage de l'enfant tenant la valise au soleil, le dîner de nouilles instantanées, la boîte de crayons cassée, en disait assez. Il dit simplement, d'une voix douce, « Je ne demande pas ça pour t'accuser. C'est pour comprendre. Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire, honnêtement ?» Rachel resta immobile quelques secondes, puis secoua la tête en détournant le visage. « Il n'y a rien à dire. Tout est comme avant. » Jacques hocha la tête dans le dos d'Émilie. Le dîner se déroula dans une atmosphère silencieuse. Rachel fit bouillir 3 paquets de nouilles instantanées, les répartissant équitablement dans 3 bols en plastique. La petite table à manger était placée près de la fenêtre, où les rideaux décolorés par le soleil laissaient entrevoir le cadre en fer sur un côté. Émilie était assise en face de son père. Elle tenait une cuillère, prenant un peu de nouilles, mais mangeant très lentement, comme pour ne pas faire de bruit. Jacques lui servit un autre verre d'eau. Il parla d'une voix douce. « Quel genre de dessin tu apprends en ce moment ? Tu fais de l'aquarelle comme la dernière fois ?» Émilie sourit légèrement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Rachel intervint d'un ton moqueur, elle a arrêté ses cours supplémentaires. Elle dessine n'importe quoi au lieu de se soucier de ses études. Je lui ai dit, si tu ne te soucies pas d'apprendre à lire et à écrire, le dessin ne te mènera nulle part non plus. Émilie baissa la tête, la cuillère touchant le bol dans un léger écho. Jacques jeta un coup d'œil à sa fille, puis à la tache d'encre bleue sur sa manche, visiblement des traits de feutre. Il ne posa plus de questions. Après le dîner, Rachel emporta la vaisselle à l'évier et dit « Je monte un peu, j'ai mal à la tête. » Elle monta, les laissant tous les deux seuls dans la pièce avec pour seul bruit le chant des cigales à l'extérieur et le tic-tac de l'horloge murale. Jacques se leva et se dirigea vers le coin de la pièce où se trouvait la vieille étagère. Sur l'étagère, il y avait une boîte en plastique contenant des crayons de couleur. Il la prit et ouvrit le couvercle. Les crayons étaient courts et trapus, certains cassés en 2, d'autres aux pointes usées sans mine. Un dessin froissé gisait au fond de la boîte, représentant une maison au toit rouge et une silhouette enlaçant un enfant. Émilie s'approcha, sa voix aussi douce qu'une brise. « Maman a dit que je gaspillais son argent, alors elle ne veut plus m'en acheter des neufs. » Jacques ne répondit pas tout de suite. Il remit le crayon dans la boîte, très lentement, puis se redressa, les yeux toujours fixés sur la vieille table en bois. Un long silence. Finalement, il dit, la voix rauque et basse, « Les crayons de couleur sont aussi devenus quelque chose à blâmer. » Émilie ne comprit pas tout à fait, mais elle regarda son père. Ses yeux semblaient perdus quelque part très loin. Pas de colère, pas d'accusation, juste quelque chose qui s'était effondré dans le cœur de l'homme qui s'était toujours considéré comme le pilier et qui devait maintenant accepter qu'il n'avait pas été là quand on avait le plus besoin de lui. Jacques referma le couvercle de la boîte et la reposa sur l'étagère.
Il ne dit rien de plus, se penchant simplement pour toucher doucement la tête de sa fille. La lumière du salon était d'un jaune pâle, projetant leurs ombres sur le mur taché, mêlée à la lumière du soleil couchant. Cette nuit-là, Jacques étendit une couverture sur le canapé. Il s'allongea, le visage tourné vers le dossier du fauteuil, les yeux fixés sur le plafond où de petites fissures, semblables à des racines, s'étaient progressivement étendues au fil des ans. Vers minuit, le bruit de petits pieds nus résonna sur le carrelage. Émilie se tenait à côté du fauteuil, tenant une fine couverture et son ours en peluche en lambeaux. Elle ne dit rien tout de suite. Jacques se redressa, secouant légèrement le bord de la couverture. Elle se glissa à l'intérieur, resta immobile un instant, puis demanda doucement « Je peux dormir ici avec toi, papa ?» Jacques hocha légèrement la tête, son bras entourant sa fille si doucement, comme pour ne pas réveiller une veine fragile en elle. Dehors, le chant des cigales s'était estompé. Il ne restait que le bruit du vent touchant les avant-toits et la respiration régulière de l'enfant dans les bras de son père, paisible pour la première fois depuis de nombreux mois. Jacques resta immobile un moment, les yeux encore ouverts. Émilie dormait déjà, sa respiration montant et descendant régulièrement contre son flanc. Elle était allongée sur le côté, son bras posé nonchalamment sur le ventre de son père, sa tête légèrement appuyée sur son épaule, sentant encore le soleil et la poussière. Dans son sommeil, elle bougea une fois, puis murmura très doucement, un son inconscient, comme si elle appelait le nom d'un vieil endroit. Jacques leva les yeux vers le plafond. Ses yeux étaient secs, mais sa poitrine était lourde. La lumière de la lampe de chevet éclairait le visage de la fillette, douce et floue avec sa respiration. Dehors, le chant des grillons commença à s'élever de sous l'arbre, et dans le coin de la cour, une lumière à détecteur de mouvement clignota quelquefois avant de s'éteindre. Le lendemain matin, l'atmosphère de la maison prit soudain une couleur différente. Pas tout à fait paisible, mais assez plate pour être suspecte. Rachel se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle alla à la cuisine, retroussa ses manches et prépara le petit déjeuner. Le bruit de la poêle heurtant la cuisinière, l'odeur des œufs frits se répandant dans toute la maison, une saveur familière que Jacques se rappelait des premières années de leur vie commune, mais qui semblait maintenant déplacée. Elle disposa 3 assiettes d'œufs frits et de toast, 2 tasses de café et un verre de lait pour Émilie. Puis elle appela « Vous deux, venez prendre le petit déjeuner. Dépêchez-vous, ça va refroidir. » Jacques amena Émilie du salon à la table à manger. Rachel était assise, les jambes croisées, souriant vivement comme si rien ne s'était passé la nuit dernière. Elle pencha la tête et demanda à sa fille d'une voix douce et aiguë, « Tu as bien dormi? Tu as fait de beaux rêves ?» Émilie hocha légèrement la tête, n'osant pas regarder sa mère dans les yeux, sa main remuant le lait, ses yeux se tournant vers son père comme pour chercher refuge. Jacques tira une chaise et s'assit en face de Rachel. Il porta la tasse de café à ses lèvres, touchant légèrement le bord de la tasse, mais ne but pas. Il regarda Rachel. Son visage était beau, avec toujours ces traits fins que beaucoup d'hommes avaient remarqués. Mais aujourd'hui, sa peau était un peu grise, ses yeux avaient de légers cernes et ses gestes étaient trop habiles pour être naturels. Le repas se déroula au son des cuillères heurtant les assiettes. Jacques mangeait lentement. Émilie mangeait très lentement. Et Rachel essayait de maintenir la conversation avec des histoires futiles et des questions auxquelles la fillette ne savait pas répondre. « Tu aimes ton ancienne école, ou maman devrait te transférer dans une autre ?» Émilie ne répondit pas. Jacques posa doucement sa fourchette sur l'assiette, sa voix profonde, « La petite vient de trouver une certaine stabilité. Laissons les choses comme elles sont. » Rachel resta silencieuse un instant, puis hocha la tête en esquissant un sourire qui ne dura pas longtemps. Ce midi-là, Jacques emmena Émilie en ville. Ils s'arrêtèrent dans une petite librairie nichée à l'ombre d'un flamboyant, où l'on trouvait encore des étagères en bois et des étiquettes de prix écrites à la craie. Sur le chemin du retour, ils rencontrèrent par hasard M. Walter, un voisin qui habitait à un pâté de maison de là, un policier à la retraite. Il était garé à côté du magasin de légumes. Jacques le reconnut le premier. « Bonjour, oncle Walter. » M. Walter regarda de plus près, puis ouvrit la portière de sa voiture et sortit. Son visage était ridé, hâlé, mais ses yeux étaient très vifs. « Je suis content que tu sois de retour, Jacques, » dit-il en jetant un coup d'œil à Émilie. « Ce sera mieux pour l'enfant. » Jacques le remercia, avec l'intention de poser plus de questions, mais M. Walter leva la main, comme pour arrêter la question. « Je ne suis qu'un voisin, je n'ose pas me mêler des affaires des autres. » Sur ce, il tapota l'épaule de Jacques et retourna à sa voiture sans rien dire de plus. L'après-midi, alors que Rachel était sortie sous prétexte de voir des amis pour quelques heures, Jacques et Émilie étaient à la maison.
En triant le tas de dessins emmêlés dans la chambre de sa fille, Jacques trouva une carte froissée, coincée sous le fond du tiroir. La carte était rose, vieille, avec un dessin gribouillé d'un gâteau d'anniversaire et un mot mal orthographié, « Joyeuse fête des mères. Je t'aime pour toujours ». Le coin de la carte était déchiré, le cœur dessiné au crayon rouge était tordu et déformé, comme si quelqu'un l'avait plié et jeté dans un coin. Jacques la brandit et demanda « C'est toi qui as dessiné ça ?» Émilie hocha la tête, puis baissa la sienne, sa voix petite, « Maman a dit de ne pas dessiner des bêtises qui gaspillent du papier. » Jacques regarda de nouveau la carte, sa main se resserrant légèrement. Ce n'était pas un morceau de papier de couleur. C'était la première fois qu'Émilie avait appris à aimer quelqu'un avec autre chose que des mots, et c'était aussi la première fois que ce sentiment avait été rejeté, non pas par un cri, mais par l'indifférence. Ce soir-là, le ciel était légèrement pluvieux. Rachel n'était pas encore rentrée. Émilie apporta 2 tranches de pain, y étala du beurre, puis les apporta prudemment à table pour son père. « C'est moi qui l'ai fait, papa. Goûte pour voir si c'est bon. » Jacques prit le morceau de pain, en mordit un petit coin et hocha la tête. « C'est délicieux. » Ils mangèrent en silence, avec seulement le bruit de la pluie crépitant à l'extérieur. Un instant plus tard, il demanda « Maman sort souvent comme ça ?» Émilie leva les yeux, hésita, puis hocha la tête. « Je suppose que maman est sortie jouer. Parfois, quand je me réveille, maman n'est pas encore rentrée. » Jacques ne posa plus de questions. Il lui servit une autre tasse de lait chaud, la posant devant elle. Tard cette nuit-là, après qu'Émilie se fût endormie, Jacques se tenait seul sur le balcon du 2e étage. Le vent portait l'odeur de l'herbe mouillée et les lampadaires projetaient une lumière orange pâle sur la route humide. Il regardait vers la ville, d'où provenait le son lointain des voitures et des lumières floues sous la pluie. Ces petits bruits, autrefois partie intégrante de la vie de famille, le laissaient maintenant vide. Rachel n'était pas une personne cruelle, il le savait. Mais son indifférence, la répétition des après-midi à négliger son enfant, les remarques désinvoltes, les rencontres entre amis qui duraient jusqu'au matin, tout cela pouvait créer une fissure qu'il ne pourrait pas réparer avec des mots. Il serra doucement la main sur la balustrade. Il était temps de faire quelque chose. Cette fois, pour sa fille. La petite pièce au bout du couloir avait encore une odeur de moisi. Jacques ouvrit la porte en bois de travers et entra dans ce qui avait été son espace de travail. Il commença à ranger. En tirant le tiroir, il vit une boîte en plastique transparent avec une étiquette délavée pour Monsieur Jacques. Le couvercle de la boîte était lâche. À l'intérieur se trouvait une pile de papier, de photos imprimées floues et quelques lettres inachevées, le tout en désordre, comme si quelqu'un les avait fourrées à la hâte et les avait oubliées. Jacques ouvrit chaque feuille une par une. Il y avait une lettre écrite à moitié de sa main. « Mon amour, aujourd'hui, je viens de donner un cours à un groupe de recrues. Ils étaient bruyants, mais je pensais à Émilie. Je ne sais pas si elle est sage ces jours-ci. » Il s'arrêta. Le papier était plié en 2, portant encore l'ancien pli. Glissé entre les lettres, il y avait quelques dessins au crayon, sur du papier arraché d'un cahier d'écolier. L'un représentait 3 personnes se tenant la main sous un ciel bleu. Jacques reconnut immédiatement les traits d'Émilie, maladroits, sans proportion, mais suffisants pour savoir que l'enfant avait un jour essayé de dessiner une famille dans laquelle elle n'était pas sûre de vivre. Une autre image montrait un camion rouge, à côté duquel se trouvait un homme portant un chapeau, peut-être lui, portant une fille aux cheveux bouclés. Dans le coin de l'image, une ligne gribouillée. « Pour papa, quand papa rentrera, je lui donnerai. » Jacques ne se souvenait pas d'avoir jamais reçu ces dessins. Peut-être n'avaient-ils jamais été envoyés. Peut-être qu'Émilie les avait cachés dans la chambre de sa mère et qu'ils avaient été jetés. Il replia de nouveau le dessin, doucement, comme s'il pliait quelque chose qui n'avait pas été dit. Cet après-midi-là, Jacques sortit avec Émilie. Ils longèrent les chemins de terre menant à la lisière de la forêt, où se trouvait un lac peu profond à cause de la saison sèche. Ils s'assirent sur un rocher, mangeant les sandwichs qu'ils avaient apportés. Les arbres se balançaient légèrement dans le vent, le ciel était clair et la lumière du soleil douce. Émilie était assise à côté de son père, un peu gauche au début, ses mains tripotant la croûte du pain. Mais quand on l'interrogea sur l'école, elle commença à raconter sans interruption l'histoire d'un camarade de classe, d'un contrôle de maths et du jour où elle avait dû rentrer seule à pied parce que sa mère était occupée à recevoir des invités. Jacques écoutait en silence. Il ne l'interrompit pas, ne demanda pas pourquoi, posa simplement doucement sa main sur l'épaule de sa fille et dit « Je suis désolé de t'avoir laissé seule tout ce temps. » Émilie leva les yeux, plissant les paupières à cause du soleil. Elle hocha la tête, puis sourit légèrement, un vrai sourire.
À partir de maintenant, tu n'auras plus à y aller seul, dit Jacques, le regard perdu au loin. Tard dans la soirée, quand ils rentrèrent, il faisait déjà nuit. Les lumières de la maison n'étaient pas allumées. La porte d'entrée était entr'ouverte. Rachel était dans le salon. En les voyant arriver, elle se leva immédiatement, la voix aiguë. « Où étiez-vous passé ? J'ai appelé plusieurs fois et vous n'avez pas répondu. » « On est allé se promener, » répondit Jacques en posant son sac, sa voix calme. Rachel croisa les bras sur sa poitrine, ne cachant pas sa colère. « Tu allais l'emmener sans me dire un mot ? Tu agis comme si je n'étais pas sa mère. »« Je voulais juste qu'on passe un peu de temps tous les deux, » dit Jacques. « On est juste allé se promener, manger des sandwichs et regarder le ciel. » Rachel se tourna vers Émilie, claquant légèrement. « Tu n'as même pas pris la peine de prévenir ta mère. » Émilie recula d'un pas, évitant le regard de sa mère. Jacques intervint. « T'inquiètes-tu vraiment pour la petite comme ça ? Alors, connais-tu son état de santé ? Comment elle s'en sort à l'école ?» Rachel rit sarcastiquement, puis se tourna et monta à l'étage. Le bruit de ses pas martelant les escaliers, comme pour se faire entendre. Dans les jours qui suivirent, Rachel changea soudainement. Elle commença à nettoyer la maison, à laver les sols et les rideaux. Elle préparait le dîner à l'heure, posait quelques questions à Émilie sur ses études et lui préparait même son déjeuner à emporter à l'école. Mais aux yeux de Jacques, quelque chose n'était pas authentique. Rachel évitait de regarder sa fille dans les yeux quand elle parlait, sa voix était trop légère, trop lisse, comme si elle lisait un script. Chaque fois qu'elle demandait quelque chose à Émilie, ses yeux se tournaient vers Jacques, comme pour vérifier sa réaction. Le soir, elle finissait souvent de manger et disait « Je sors un peu », sous prétexte qu'elle devait voir des amis, se détendre, car l'atmosphère était étouffante. Quand elle rentrait, Rachel n'était pas ivre, mais son haleine sentait le vin et ses yeux étaient injectés de sang. Jacques ne disait rien, mais dans son cœur, les deux mondes devenaient de plus en plus distincts. Un monde où Émilie commençait à retrouver son sourire, et un autre où la mère s'éloignait de plus en plus, sans se rendre compte de ce qui était en train de se perdre. Le week-end, le ciel était clair, mais le vent était sec. Le soleil d'un or franc recouvrait la canopée des arbres à l'extérieur de la maison. Jacques était assis seul dans son ancien bureau, le téléphone pressé contre son oreille, sa main gauche tenant un stylo, tapotant légèrement le bord de la table au rythme de l'attente de l'opérateur. L'appel fut finalement transféré. « Allô, monsieur Thompson ? Oui, le compte joint de vous et votre femme est toujours actif. Les transactions sont régulières chaque mois. Comment puis-je vous aider ? » Jacques demanda doucement, « Je veux vérifier que mon allocation mensuelle est bien enregistrée. » « Oui, c'est le cas. Tous les virements ont été effectués avec succès du compte militaire au compte familial. » La voix de l'opérateur était polie, froide, précise. Rien de suspect si l'on ne regardait que le système. « Mais le compte est presque vide, » demanda encore Jacques. « Oui, retrait d'espèces, paiement par terminal, dépenses diverses chaque semaine. Souhaitez-vous recevoir un relevé détaillé ? » Jacques hocha la tête, même si la personne à l'autre bout du fil ne pouvait pas le voir. « Oui, s'il vous plaît. Envoyez-la à mon domicile. Une copie imprimée complète des 3 dernières années. » Il raccrocha, posa le téléphone. Sur la table devant lui se trouvait une feuille de papier blanche et un stylo encore plein d'encre, mais il n'avait rien écrit. L'après-midi, la sonnette retentit. Émilie lisait un livre dans sa chambre et Jacques alla ouvrir. Dehors se tenait une femme aux cheveux châtain clair et bouclés, portant des lunettes à monture fine, Megan Ellis, l'ancienne institutrice d'Émilie. « Bonjour Jacques, j'ai entendu dire que vous étiez de retour, » sourit-elle. Jacques l'invita à entrer. Émilie, entendant la voix de son ancienne maîtresse, accourut joyeusement pour la serrer dans ses bras. Megan s'assit, ouvrit son sac et en sortit une pile de vieux livres, de cahiers et quelques bandes dessinées. « J'ai gardé ça pour toi. Je me suis dit qu'un jour tu les récupérerais. » Elle caressa doucement la tête d'Émilie. Émilie s'assit à côté d'elle, ne quittant pas des yeux la bande dessinée. Un instant plus tard, Jacques l'emmena dans sa chambre, laissant les deux adultes s'asseoir à nouveau. La voix de Megan baissa quand Émilie fut partie. « Je m'inquiétais pour elle, mais à l'époque, personne n'était sûr. Elle ne se plaignait jamais, elle était juste silencieuse. Pas de raison suffisante pour signaler à la protection de l'enfance. » Jacques s'adossa à sa chaise. Elle continua, « J'ai appelé quelques fois, Rachel est la ligne d'écoute, mais sans preuve concrète, personne n'est autorisé à intervenir. » L'espace s'alourdit. Ils regardèrent tous les deux la table basse avec ses quelques fissures, comme des failles dans la vie que personne ne pouvait recoller avec de simples inquiétudes.
Elle est très douée, dit Megan avant de se lever. Elle a juste besoin que quelqu'un croie en elle, c'est tout. Jacques hocha la tête en la raccompagnant. Sur le perron, Megan s'arrêta, ajustant légèrement l'écharpe autour de son cou, son regard se portant sur la fenêtre où Émilie était assise, en train de dessiner. « Jacques, dit-elle lentement, je ne sais pas ce que vous prévoyez de faire, mais si jamais vous vous sentez désemparé, souvenez-vous simplement que cette petite n'a pas besoin d'un père parfait. Elle a juste besoin de quelqu'un qui ne partira plus. » Jacques resta silencieux. Cette phrase n'était pas lourde, mais elle tomba comme une pierre, s'enfonçant complètement là où il cachait tous ses remords depuis si longtemps. Il ouvrit le portail. Megan sortit, se retourna pour sourire. « Et si vous avez besoin de quelqu'un pour lui donner des cours, j'enseigne toujours à l'ancienne école. » Puis elle s'éloigna, sa silhouette fine s'estompant peu à peu dans la rue calme. Jacques resta un instant immobile, la main toujours sur le loquet du portail. De l'intérieur de la maison, le son d'un crayon glissant légèrement sur le papier résonnait, régulier et patient. Il savait que c'était le son qu'il ne pouvait plus se permettre de perdre. Cette nuit-là, Jacques proposa à toute la famille de faire une petite fête. Rachel accepta comme si de rien n'était. Elle portait une robe fourreau couleur lit de vin, légèrement maquillée. Sur la table à manger, elle disposa des spaghettis, des légumes mélangés, du vin et des bougies. Une scène préparée pour prendre des photos de famille si quelqu'un avait un appareil. Jacques essaya de ne pas se sentir étranger. Émilie était assise entre eux, tenant une fourchette mais ne touchant pas la nourriture. « Ce week-end, dit Rachel après avoir bu une gorgée de vin, maman t'emmènera au parc, d'accord ? Il y a un nouveau parc aquatique qui a ouvert, je suis sûr que tu vas adorer. » Émilie leva les yeux, hésitant à sourire, mais elle baissa simplement la tête, continuant à enrouler ses nouilles, sans un mot de réponse. Jacques vit clairement que ce sourire était un réflexe social, comme quand on sourit pour sauver les apparences, pas parce qu'on est heureux. Pendant tout le repas, Rachel vérifiait constamment son téléphone. Par moments, elle se levait au milieu pour aller sur le balcon répondre à un appel, sa voix basse mais manifestement pas pour une urgence. Jacques tenait un verre d'eau, le portait à ses lèvres, regardant en silence par la fenêtre où la lumière des lampadaires s'infiltrait comme un rappel que certains repas ne sont jamais pour la famille. Tard dans la nuit, Émilie dormait déjà, Rachel était aussi montée dans sa chambre. Jacques était de retour dans son bureau. La lumière jaune pâle de la lampe de bureau éclairait la feuille de papier blanche. Il ouvrit le capuchon du stylo. « Rachel, je suis resté trop longtemps loin de cette famille. C'est ma faute. Mais ce qui me tient éveillé, ce n'est pas la distance, mais le sentiment de m'être trompé. Je pensais que tu étais encore quelqu'un qui savait comment aimer son enfant. » Il s'arrêta. Sur la table, la vieille boîte était toujours là, avec quelques dessins d'Émilie soigneusement placés dans un coin. Dehors, le ciel s'était complètement assombri. La maison était silencieuse. Pas de dispute, pas de pleurs, juste le silence. Un silence aussi épais qu'un mur infranchissable, mais froid jusqu'aux os. Jacques plia la lettre, la mit dans le tiroir, sans la fermer à clé, mais il savait que personne ne la lirait. Parfois, on écrit non pas pour envoyer, mais pour ne pas dériver soi-même entre des choses qu'on ne peut nommer. Le ciel du lendemain se couvrit dès midi. De lourds nuages balayèrent la cime des pins, puis déversèrent une pluie torrentielle. Jacques nettoyait son bureau quand le téléphone sonna. L'écran affichait le nom de Megan Ellis. Il appuya sur le bouton. Avant qu'il ne puisse parler, sa voix retentit, urgente et douce. « Jacques, est-ce qu'Émilie est rentrée ?» Il fut légèrement surpris. « Pas encore. Je ne l'ai pas vue rentrer. L'école est finie depuis plus d'1 heure. J'ai attendu jusqu'à maintenant, je n'ai vu personne venir la chercher, alors j'ai appelé pour essayer. Je pense que peut-être Rachel l'a récupérée, mais je ne suis pas sûr. Elle n'est plus dans l'enceinte de l'école. » Jacques se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre, comme si on venait de lui donner un coup de poing en pleine poitrine. « Vous avez vu dans quelle direction elle est partie ? » « Je suis désolé, je pense que la petite a cru que quelqu'un venait, alors elle est partie sans rien dire de plus. » Jacques raccrocha. Il enfila rapidement sa veste et se précipita dehors sous la pluie qui battait violemment sur les avant-toits. L'eau de pluie lui éclaboussa le visage, glacial. Il sauta dans sa camionnette, les roues dérapant sur le sol mouillé. Mais au lieu de conduire directement à l'école, Jacques fit demi-tour et se dirigea vers la maison. La porte était ouverte, le son d'une émission de comédie bruyante à la télé. Dans le salon, Rachel était assise, les jambes croisées sur le canapé, tenant une canette de bière, à côté d'une amie qui riait aux éclats. Jacques entra, trempé, la voix rauque. « Où est Émilie ?
Rachel se retourna, haussant les sourcils comme si on lui posait une question déraisonnable. « Hein ? Je pensais que tu l'avais récupéré. » Jacques ne répondit pas. Il la regarda quelques secondes, sans colère, sans crier, juste un regard suffisant pour glacer jusqu'aux os la personne en face de lui. Il se retourna, sortit en courant de la maison, ignorant l'appel perdu de Rachel derrière lui. La pluie redoublait d'intensité, se déversant dans son cœur. Il chercha le long de la route de l'école à la maison, s'arrêtant à l'arrêt de bus, demandant au gardien du supermarché près de l'école. Personne n'avait vu la fillette. L'esprit de Jacques tournait en rond. Il rappela Megan, demandant avec soin des détails sur toutes les petites ruelles autour de l'école. Un vieux gardien se souvint vaguement avoir vu une enfant assise à attendre sous l'auvent de l'entrepôt derrière, mais il pleuvait trop, puis il avait oublié. Jacques conduisit jusque-là. Derrière la rangée de salles de classe, le toit de l'entrepôt était bas, l'eau de pluie tombant en cascade sous les tôles ondulées rouillées. Émilie était assise là, serrant un oreiller, ses cheveux et ses vêtements presque entièrement trempés. Jacques accourut. Émilie le vit et se pencha en avant, mais n'avança pas. Elle restait assise, tremblant légèrement, sa voix aussi faible qu'un souffle. « J'ai attendu maman, mais personne n'est venu, alors je n'ai osé aller nulle part. » Jacques s'agenouilla, sans un mot. Il la serra simplement dans ses bras, tous les deux trempés. L'auvent claquait au-dessus d'eux, de la boue collait à l'ourlet de son pantalon. Froid, sale, mais rien n'était aussi important que les petites épaules dans ses mains, tremblant comme un oiseau perdu. Pas un mot de reproche, pas une question, juste une étreinte qui se resserrait. Et à partir de là, tout en lui devint clair. Cette nuit-là, dans la petite cuisine éclairée seulement par une faible lumière jaune, Rachel était assise au bout de la table. Elle ne parlait pas, ne se mettait pas en colère, ne se défendait pas. Peut-être avait-elle vu le regard de Jacques quand il était entré dans la maison, sa personne et ses vêtements trempés, n'ayant besoin de rien de plus. Jacques posa une pile de papiers fins sur la table. C'étaient les papiers du divorce, signés de sa part. Émilie n'était pas présente au dîner ce soir-là, elle était à l'étage, en train de finir un nouveau dessin, un dessin d'un homme la portant sous la pluie. Rachel regarda le papier, puis Jacques. Sans crier, sans forcer un sourire, sans se justifier. Ses yeux s'arrêtèrent seulement sur la ligne du motif, impossibilité de continuer la vie commune en raison de divergences sur la responsabilité dans l'éducation des enfants. Un instant plus tard, elle leva les yeux, sa voix rauque mais sobre, « Alors, tu as décidé. » Jacques hocha lentement la tête. Rachel jeta un coup d'œil au plafond, prenant une profonde inspiration. Elle passa la main dans ses cheveux, ses yeux perdus vers l'assiette de nourriture intacte. « Mais je n'ai pas fini. Ça ne se terminera pas si facilement. »« Comme tu voudras, » répondit Jacques, las. Puis il se leva et se dirigea vers la chambre d'Émilie. En bas, Rachel était toujours assise seule dans la cuisine. Dehors, la pluie avait cessé. Sur la table, les papiers du divorce étaient toujours là. Pas même une brise ne pouvait les faire tourner. L'audience de divorce eut lieu 3 semaines plus tard, dans la petite salle d'audience du tribunal du comté. Jacques, habillé proprement, apporta avec lui tous les documents, copie des relevés de compte bancaires, lettres écrites par Émilie, confirmation de Megan et de quelques voisins qui avaient vu Émilie errer seule après l'école ou pleurer devant la cour de l'école les jours où Rachel ne venait pas la chercher. Rachel entra dans la salle d'audience dans une robe noire moulante, les cheveux relevés en un chignon, le visage lourdement maquillé. Ses yeux n'évitaient plus, mais brillaient de tension. Il est parti pendant 6 ans, pas un seul jour à la maison, et maintenant il veut être un bon père. Cria presque Rachel au tribunal. La petite est à moi. Il ne fait que jouer la comédie, il veut me voler mon enfant pour m'humilier. L'avocat de Jacques présenta calmement des documents détaillés, la totalité de l'allocation mensuelle stable, dont la plupart avaient été retirés pour des dépenses personnelles, des images des caméras de l'école montrant Émilie marchant seule de nombreux jours, les messages que Megan avait envoyés et auxquels Rachel n'avait pas répondu. Au moment où le dernier témoin, M. Walter, le voisin, s'avança, l'atmosphère dans la salle d'audience était presque palpable. « Je ne me mêle pas des affaires des autres, » dit-il lentement, mais j'ai entendu la petite pleurer dans le jardin quand sa mère et ses amis mettaient de la musique et buvaient. Le verdict fut rendu en fin d'après-midi. La garde exclusive d'Émilie revenait à Jacques Thompson. Rachel ne recevait aucune compensation, le tribunal l'encourageait à maintenir un droit de visite conditionnel. Au moment où le juge frappa de son marteau, Rachel bondit. Elle se précipita vers Jacques et Émilie, qui étaient assis en bas, comme une petite tornade. « Émilie, tu ne peux aller nulle part, tu es à moi. » Sa voix se brisa, paniquée.
2 agents de sécurité parvinrent à la retenir. Rachel se débattit, ses cheveux se détachant, son visage déformé par la colère, la confusion, le désespoir, ou tout à la fois. Émilie, effrayée, recula, agrippant la main de Jacques. « Maman, ne fais pas ça », murmura la fillette. Jacques se pencha, la serrant fort. « C'est bon. Papa est là. » Rachel tomba au sol, sa main toujours tendue comme pour s'accrocher à quelque chose qui lui avait été enlevé pour toujours. Le tribunal se tut. Personne ne dit plus rien. Finalement, un policier conduisit doucement Rachel hors de la salle, tandis qu'Émilie enfouissait son visage dans la poitrine de son père, où, pour la première fois, elle se crut vraiment en sécurité. Ce matin-là, le ciel était clair. Jacques n'emportait pas beaucoup de bagages, juste une valise de vêtements, quelques sacs de livres et le matériel de dessin d'Émilie, soigneusement emballés dans un tissu doux. Ils ne parlèrent pas beaucoup dans la voiture. Émilie était assise sur la banquette arrière, serrant son ours en peluche et un cahier vierge. Quand la voiture s'arrêta devant le portail en fer peint en blanc, Margaret Thompson était déjà là. Elle portait une robe à fleurs, ses cheveux gris soigneusement attachés, un doux sourire en voyant Émilie sortir de la voiture. Elle ne demanda rien, ne dit rien tout de suite, ouvrit simplement les bras. « Viens ici, ma chère petite fille. » Émilie hésita une seconde, puis s'avança. Les bras de sa grand-mère l'enlacèrent doucement et lentement, comme quelqu'un qui étreint ses souvenirs retrouvés. Elle se pencha et murmura, « Ici, tu peux dessiner autant que tu veux. » La maison en bois d'Asheville avait un jardin planté de lavande, une petite cuisine qui sentait toujours le pain cuit et une jolie chambre dédiée à Émilie. Dans la chambre, Jacques réarrangea le vieux bureau, accrocha un nouveau chevalet et fixa les maules le coin d'M en bois sur le mur. Émilie ne parlait pas beaucoup, mais chaque jour, elle dessinait un peu plus, les avant-toits, les fenêtres, les oiseaux. Une fois, elle dessina des bras tendus dans le ciel, juste des mains, sans visage. Quand sa grand-mère lui demanda de qui il s'agissait, elle répondit « Ce sont les gens qui ne parlent pas, mais qui m'attendent toujours. » La nouvelle école était plus petite, plus calme. L'institutrice principale était une personne à la voix très chaleureuse, qui se penchait souvent au niveau des yeux de ses élèves pour parler. Les camarades de classe n'étaient pas bruyants, certains invitaient Émilie à jouer avec des cubes, partageant des collations pendant la récréation. Bien que toujours timide, elle ne se blottissait plus dans le coin de la cour comme dans son ancienne école. L'institutrice découvrit qu'Émilie avait un talent pour l'art et l'encouragea à rejoindre le club de peinture. Émilie accepta sans hésiter. Jacques commença également un nouveau travail, comme animateur au centre communautaire de la ville, enseignant les compétences de vie, les premiers secours et l'orientation professionnelle aux adolescents. Chaque matin, lui et Émilie préparaient le petit déjeuner ensemble, l'un faisant les œufs, l'autre étalant le beurre, puis s'asseyant l'un à côté de l'autre pour manger dans un silence tranquille, parfois entrecoupé de courtes histoires sur le chat du voisin ou le pneu crevé du vélo. Rien de grandiose, mais pour Jacques, c'était le genre de bonheur qu'il avait cru laisser s'échapper. Le week-end, il repeignait la clôture du jardin. Émilie peignit une section en bleu clair, puis dit « Je veux que cet endroit soit le coin de la mer. » Jacques sourit, ajoutant une tache bleue à côté. Le soir, il lui apprenait à plier les vêtements, à accrocher des tableaux au mur. La fillette accrocha un nouveau tableau, une petite maison avec de la fumée s'élevant de la cheminée. Devant, il y avait 3 ombres, mais seulement 2 personnes se tenaient l'une à côté de l'autre, la troisième se détournait. 3 semaines après le procès, Rachel quitta la vieille maison, qui avait été un foyer, puis était devenue vide, et enfin un témoignage de choses irrécupérables. Elle emménagea dans un appartement temporaire dans le vieux quartier, au-dessus d'une boulangerie abandonnée. La chambre était petite, avec un plafond bas, la peinture s'écaillant par endroits. La fenêtre était coincée et ne pouvait pas s'ouvrir, laissant juste le vent s'infiltrer par les fentes. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Rachel dut se débrouiller seule, faire les courses, la lessive, la cuisine, bien que la plupart de ses dîners ne soient que des nouilles instantanées ou des œufs frits. Elle essaya d'appeler quelques vieux amis, ceux qui avaient l'habitude de boire avec elle jusqu'à tard dans la nuit, qui riaient quand Émilie criait dans la pièce voisine. Un message, « J'ai besoin d'aide. Je ne vais pas bien. » Personne ne répondit. Certains lurent et ne répondirent pas, d'autres activèrent le mode « Ne pas déranger ». Une personne répondit brièvement « On n'est plus si proche ». Rachel était assise dans le noir, le téléphone à la main, sans plus personne à appeler. Un après-midi, elle traversa le parc. C'était là qu'elle avait un jour promis à Émilie de l'emmener jouer, puis avait manqué le rendez-vous. Par une journée ensoleillée, l'enfant s'était tenu appuyé contre l'arbre, tenant des ballons et attendant jusqu'au soir.
Rachel s'assit sur un vieux banc de pierre, regardant les enfants jouer sur le toboggan. Une petite fille tomba en pleurant et fut immédiatement relevée et consolée par sa mère. Elle regarda longtemps. De retour à son appartement, Rachel ouvrit le tiroir et sortit la lettre qu'Émilie avait envoyée, la lettre que le tribunal lui avait rendue après le procès. « Je pense que tu as aussi besoin de quelqu'un comme papa a été pour moi. Je ne suis pas en colère, juste un peu triste, mais ce n'est pas grave. » Rachel l'a lu et l'a relu, ses mains tremblaient, ses lèvres se serraient. Puis elle éclata en sanglots comme une enfant. Des larmes tardives, quand une personne a tout perdu. Pas le genre de pleurs violents comme lorsqu'on lui a refusé la garde, mais le genre de pleurs lents, petits, profonds, comme si quelqu'un venait de dénouer un nœud très ancien dans son cœur. Elle ne savait pas à qui s'excuser, ni si elle méritait encore d'être une mère. Seule une phrase lui restait en tête, « Comme j'ai été stupide ». Rachel s'allongea sur le sol froid, sans lit, sans couverture chaude, juste la lettre délavée posée sur sa poitrine. Dehors, le vent soufflait dans la rue triste. Dans une autre chambre, non loin de là, sa fille Émilie dormait paisiblement, serrant son vieil ours en peluche, souriant doucement à un rêve où personne ne la chassait plus de la maison. Un soir, au début de l'automne, le temps était plus froid que d'habitude. Jacques réparait une étagère quand le téléphone sonna. L'écran affichait le nom de Rachel. Il tendit le téléphone à Émilie. Elle le prit, le pressant contre son oreille. On ne savait pas ce qui se disait à l'autre bout du fil, on voyait seulement Émilie répondre très doucement « Oui, je suis toujours en bonne santé, je vais à l'école maintenant, je dessine. Papa est à la maison. » Un instant plus tard, elle raccrocha, rendit le téléphone, puis s'assit sur le bord du lit, silencieuse. Jacques s'assit à côté d'elle, sans poser de questions. Un instant plus tard, Émilie se tourna vers lui. « Papa, si maman est fatiguée, est-ce qu'on peut toujours l'aimer ?» Jacques regarda sa fille. Il vit dans ses yeux non pas de la haine, mais quelque chose que beaucoup d'adultes oublient, la bonté naturelle d'un enfant. Il posa la main sur sa tête, hochant légèrement la tête. « Aimer ne veut pas dire oublier. Tu peux toujours aimer maman, si tu es vraiment prête. » Émilie hocha la tête. Elle ouvrit la boîte de crayons, commençant à continuer le dessin sur lequel elle travaillait. Le vent dehors soufflait à travers la maison, faisant légèrement onduler les rideaux. La lumière de la chambre brillait sur le parquet couleur miel, où leurs deux ombres étaient assises côte à côte, ne disant plus rien, mais plus paisibles que tout ce dont Jacques avait jamais rêvé après la guerre. Émilie continua de dessiner jusqu'à ce qu'il fasse complètement noir. Elle pencha la tête, colorant la maison de teintes plus sombres, puis recula de quelques pas, l'admirant comme une véritable artiste. Jacques lui versa une tasse de lait chaud, la posant sur le bord de la table à dessin. « Papa peut s'asseoir et regarder aussi ?» Émilie sourit légèrement en hochant la tête. Elle tira une petite chaise en plastique et la plaça à côté de la sienne. Ils s'assirent tous les deux devant le dessin inachevé. Il y avait des soirs qui ne nécessitaient aucune activité spéciale, juste deux regardant quelque chose prendre forme. Grand-mère entra dans la chambre, tenant un fin pull en laine. « Il fait froid maintenant, mets-le pour ne pas attraper froid. » Émilie le prit, l'enfila. Elle dit doucement « Merci grand-mère. Demain, je te dessinerai dans le jardin de fleurs. » Margaret sourit. « Alors, je devrais m'habiller joliment de bonne heure. » Quand elle quitta la pièce, Émilie appuya sa tête sur l'épaule de son père, une main tenant toujours un crayon. Le vent dehors soufflait par la porte ouverte, apportant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et l'odeur de la terre après la pluie. L'odeur d'un véritable endroit pour recommencer. L'automne arriva sur les avant-toits de la maison en bois. Des feuilles jaunes s'étalaient en une couche épaisse sur le chemin devant la cour, comme un tapis que quelqu'un aurait intentionnellement tissé par les matins frisquets. Émilie aimait cette saison. La nouvelle école organisait une lecture de livres tous les vendredis. Émilie leva la main pour la première fois pour demander à lire un passage. Sa voix était encore petite, mais claire, et même quand elle eut fini de lire, les autres enfants applaudirent et une fille aux cheveux bouclés lui donna un bonbon emballé dans du papier rouge. À partir de ce jour, Émilie ne s'assit plus seule pendant la récréation. Un après-midi, alors qu'elle terminait un dessin pour la classe, un garçon nommé Noah heurta accidentellement la table, renversant l'aquarelle sur le papier. La couleur étalée brouilla la forme du pont qu'Émilie avait passé une semaine à dessiner avec soin. Émilie resta abasourdie, sa main serrant le pinceau, ses yeux rougissants, ses lèvres tremblant légèrement. Noah baissa la tête et marmonna « Je suis désolé ». Megan, l'institutrice responsable, s'approcha, avec l'intention de dire quelque chose, quand soudain Émilie posa le pinceau, se tournant vers Noah. « Ce n'est pas grave, je peux le redessiner. »
Puis elle éclata en sanglots. Les premières larmes n'ont pas de peur, non pas de tristesse, mais à cause de la petite perte qu'elle avait pu exprimer. Meghan n'intervint pas, se contentant de hocher légèrement la tête, comme si elle venait de voir Emily assembler une pièce très importante de son cœur. Emily passa près d'une semaine à terminer la peinture pour le concours de l'État. Quand Jacques entra dans la pièce, elle retouchait les derniers traits. Sur le papier se trouvait l'image d'une fille debout à l'ombre, les mains ballantes, à côté d'elle un homme se penchant, une main touchant la petite main, l'autre protégeant du soleil pour eux deux. Jacques demanda « Comment vas-tu l'appeler » Émilie leva les yeux, réfléchit un instant, puis dit clairement « Quand on ne me chasse plus ». Jacques ne posa plus de questions. Il savait que tous les souvenirs n'avaient pas besoin d'explication, juste d'un endroit où les poser. Un soir d'octobre, le vent devint plus froid que d'habitude. Émilie avait une légère fièvre après être rentrée de l'école sous la pluie. Jacques la couvrit d'une couverture, prépara de l'eau tiède et changea régulièrement la compresse froide. Il s'assit près du lit, tenant un vieux livre de contes de fées que sa grand-mère avait laissé, lisant chaque ligne même si Émilie dormait depuis longtemps. Dans la pénombre, il regarda le visage de sa fille, plus émacié mais toujours fragile. Soudain, les souvenirs du jour de la naissance d'Émilie revinrent en force. Il se souvint du matin où il avait reçu son ordre de déploiement, quand Rachel avait emmené Émilie jusqu'au portail. La petite avait un peu plus de 2 semaines. Il lui avait touché la joue, puis s'était détourné, emportant un regret informe. À l'époque, il pensait « Je suis un soldat, il suffit de finir la mission, de revenir, et c'est tout ». Mais ce soir, en regardant Émilie avec une légère fièvre, les lèvres pincées comme pour endurer dans son rêve, il comprit une chose, être père, ce n'est pas seulement revenir, c'est rester. Et cette fois, il resterait, peu importe combien d'autres portes s'étaient fermées pour toujours. Quelques jours plus tard, Émilie était assise dans sa chambre, écrivant une lettre manuscrite. Papier d'écolier ligné, encre bleue, écriture soignée, comme si elle venait de mémoriser ses sentiments. Chère maman, je me souviens encore de toi, mais maintenant je n'ai plus peur chaque fois qu'il fait nuit. Émilie. Jacques n'intervint pas. Il lui donna juste une enveloppe quand elle demanda et l'aida à mettre un timbre. Émilie porta la lettre à la boîte aux lettres au bout de la rue, restant longtemps debout avant de la laisser tomber dans la fente. Rachel ne répondit pas, mais cette nuit-là, Émilie s'assit et dessina une autre image. Le ciel avec 2 oiseaux, un oiseau volant bas, un oiseau volant haut. Tous 2 volaient en direction de la lumière. Elle sourit légèrement en terminant. « Je crois que je te pardonne. » Jacques ne répondit pas. Il remonta simplement la couverture jusqu'aux épaules de sa fille, puis éteignit les lumières. Dehors, le vent balançait doucement les arbres à la fin de l'automne. Rien n'était bruyant, mais dans la petite maison en bois d'Asheville, quelque chose s'était apaisé. Après avoir terminé le dessin des 2 oiseaux, Émilie le colla sur la porte de l'armoire en bois près de son bureau, juste à côté des autres dessins. Le pont, les avant-toits, les mains tendues et la douce lumière du soleil. Chaque image était comme un petit morceau reliant la vie qu'elle apprenait à appeler la sienne. Avant d'aller se coucher, Émilie demanda la permission d'aller un moment dans le jardin. Sa grand-mère lui donna un châle en laine tricoté à la main et Jacques alluma la lumière jaune à l'extérieur de la maison. Émilie s'assit sur les marches en bois, regardant le ciel. Le croissant de lune était suspendu bas dans le ciel brumeux. Le vent portait l'odeur de la tarte aux pommes que sa grand-mère venait de faire et qui flottait encore dans l'air. Elle ouvrit son carnet de croquis, dessinant un banc placé devant la maison avec un petit pot de fleurs à côté. Personne n'était assis, mais en dessous, Émilie écrivit soigneusement les mots « Parfois, on n'a pas besoin que quelqu'un s'asseye avec nous, juste de savoir qu'on a un endroit où revenir. » Un instant plus tard, Jacques vint s'asseoir à côté d'elle. Il lui tendit une tasse de chocolat chaud, s'asseyant en silence sans rien dire, regardant simplement le clair de lune s'infiltrer à travers les branches des arbres. Ils restèrent là longtemps, silencieux mais complets. Émilie appuya sa tête sur l'épaule de son père, disant doucement « J'aime les soirs ici. Tout n'est pas aussi bruyant qu'avant. » Jacques hocha la tête, sa voix profonde. « Parce qu'ici, nous n'avons pas à écouter des choses que nous n'avons pas besoin d'entendre. » La fillette rit doucement, puis leva les yeux vers la lumière qui brillait depuis la fenêtre de son atelier de dessin. De là, ses peintures semblaient les regarder en retour, silencieusement et soulagées. Ils rentrèrent dans la maison, fermèrent la porte, laissant dehors une nuit paisible qui avait complètement commencé. Un après-midi au début de l'hiver, il pleuvait sans discontinuer depuis le matin. Le vent soufflait à travers les feuilles sèches, bruissant le long de la petite route menant à la ville. Jacques balayait les feuilles derrière la maison quand il entendit une moto s'arrêter devant le portail.
Une femme descendit, les cheveux en désordre, le visage sombre, son manteau déchiré à l'ourlet, ses chaussures trempées. Rachel. Il ne la reconnut pas tout de suite. Non pas parce que son apparence avait changé, mais parce que ses yeux n'avaient plus rien de la personne qui s'était autrefois battue pour quelque chose. Seulement le vide, la fatigue et l'attente. « Je ne veux pas déranger », dit-elle, sa voix tremblant de froid. « Je veux juste voir Émilie un peu, si c'est possible. » Jacques hocha la tête, sans sourire, sans rien dire de plus. Il appela sa fille. Émilie avait 10 ans, plus grande, les cheveux plus longs, sa démarche semblant déjà assurée. En voyant sa mère, elle s'arrêta sur le seuil, sans se précipiter en avant, sans reculer. Rachel s'avança, les yeux rouges, l'eau de pluie se mêlant aux larmes. « Tu es si grande, » suffoqua-t-elle. « Je ne sais pas quoi dire à part, je suis désolée. Je n'ai pas apprécié ce que j'avais. Je pensais que le plaisir ne finirait jamais. Je pensais que tu ne me quitterais pas. » Elle baissa la tête, se penchant, serrant fermement ses mains. « Maintenant, je n'ai plus rien. Mais si tu peux pardonner ?» Émilie resta silencieuse quelques secondes, puis elle s'avança. Sans l'étreindre, sans l'éviter, elle posa simplement doucement sa main sur l'épaule de sa mère. « Je ne suis plus en colère contre toi. » Une seule phrase, mais elle fit éclater Rachel en sanglots, comme une enfant sans endroit où se cacher. Jacques se tenait en silence, regardant sa fille. Émilie se retourna, marcha aux côtés de son père et lui prit la main. Rachel leva les yeux, regardant cette scène, sachant que la famille n'était plus un bloc solide qui pouvait être reconstitué, mais qu'au moins, elle n'était pas complètement brisée par la haine. Plus tard, Rachel continua de venir de temps en temps, pour les vacances, les anniversaires ou des jours ordinaires au hasard. Elle ne restait jamais longtemps, apportant quelques petits cadeaux, des salutations maladroites et des yeux qui évitaient toujours de regarder trop longtemps le bonheur des autres. Jacques ne l'en empêchait pas, mais il n'ouvrait pas non plus la porte trop grande. Émilie appelait toujours Rachel maman, souriait toujours, mais d'un sourire mature, sachant garder ses distances, sachant que certaines choses du passé ne devaient pas être revécues, seulement regardées pour apprendre à avancer. Dans la petite maison d'Asheville, il y eut des soirs où Émilie dessina une autre image, une image de 3 personnes debout, séparées, avec de la lumière au milieu. Dans le coin de l'image, elle écrivit « La famille n'est pas toujours ensemble, mais l'amour peut toujours retrouver son chemin ». L'histoire de Jacques et Émilie n'est pas seulement une bataille pour la garde ou le retour tardif d'un père. C'est une tranche d'amour silencieux, qui n'a pas besoin d'élever la voix, qui n'a pas besoin de gagner ou de perdre, mais qui est assez persistant pour survivre derrière des portes closes. Parfois, la violence n'est pas le coup de poing, mais le détournement du regard au moment même où un enfant a besoin que quelqu'un s'avance. Et parfois aussi, le pardon n'est pas quelque chose que l'on mérite de recevoir, mais quelque chose qu'un enfant mérite de donner, pour pouvoir grandir sans porter un fardeau qui n'est pas le sien. Avez-vous déjà été témoin d'un enfant négligé sans savoir quoi faire? Avez-vous déjà pensé que ce n'était probablement pas si grave, pour ensuite vous blâmer en silence? Si vous portez en vous quelque chose que vous ne savez pas à qui raconter, sur un enfant que vous avez un jour rencontré, un jour aimé, un jour que vous n'avez pas pu garder, alors écrivez-le ici. Je lirai, non pour juger, mais pour comprendre et pour rester.